Je suis donc Denis Lourdin, dans la même unité, et je vais vous présenter des travaux qui découlent en partie directement de ce que vient de vous présenter Isabelle. Et donc c'est un exemple donc, de ce qu'on peut faire, un exemple d'utilisation donc, de ces émulsions. Et on a donc imaginé les utiliser pour pouvoir en fait disperser une phase hydrophobe liquide ou solide dans une matrice d'amidon amorphe qui, elle, est éminemment hydrophile. Et le type d'application qu'on peut imaginer, c'est par exemple l'encapsulation de principes actifs hydrophobes dans des compositions solides. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique sort les nouveaux principes actifs qui sortent sont généralement extrêmement hydrophobes et difficiles à rendre biodisponibles. Et ce type de formulation les intéresse, notamment quand c'est à l'état solide, parce que ça permet donc une meilleure conservation par rapport. Actuellement, ils utilisent des excipients lipidiques. Il y a des problèmes d'oxydation et puis de conservation. Et donc, les disperser donc, dans des matrices alimentaires comme ça les intéresse. Voilà. Alors là, ce travail-là a été fait à partir donc d'émulsions avec des émulsions de Pickering qui ont été obtenues avec des nanocristaux de chitine. Là, c'est pas cellulose. Donc c'est à partir d'un travail qui avait été fait donc, par Isabelle il y a quelques années, qui avait montré que la chitine donc, formait donc pouvait former donc des émulsions aussi de Pickering. Et là c'est l'exemple donc de ce travail avec donc des billes de styrène qui ont été polymérisées. Je ne sais pas comment on utilise le pointeur. Ah, au milieu. D'accord. Et donc les nanocristaux de chitine là, donc, ont des dimensions, des longueurs de l'ordre de 100-200 nanomètres et puis des largeurs de 10 à 20 nanomètres. Voilà. Alors les premières questions. Donc là, on a choisi donc, de disperser en fait une paraffine. C'est notre modèle de substance hydrophobe. Et là, en l'occurrence, c'est l'eicosane, dans une chaîne en C20. Saturé. Donc les paraffines, c'est extrêmement cristallin, près de 100%. Ça a une température de fusion très marquée. Celles-là, elles font donc à 36 degrés. Ça dépend de la longueur de la chaîne, avec une densité de l'ordre de 0,8 et c'est extrêmement hydrophobe. Les émulsions donc, obtenues, donc, comme l'a montré Isabelle pour les nanocristaux de cellulose, la taille des gouttes donc, dépend de la concentration en cristaux. Et donc là, en fait, on avait fait une étude de stabilité en température. C'était important pour savoir, notamment si on allait pouvoir conserver ces billes dans notre process pour fabriquer nos films. Donc là, à 25... 37-40 degrés, on est allé jusqu'à 70 degrés, voire plus, et donc nos gouttes sont stables à toutes les températures observées. Et donc on avait donc choisi d'utiliser donc des concentrations en 5 grammes par litre en nanocristaux. Et puis donc ça permettait de faire des émulsions donc en huile d'en haut en proportion 20-80 avec des tailles de gouttes de l'ordre de 3 à 5 micromètres. Alors, la préparation donc, des films composites, alors bon, c'est déjà la première étape, c'est solubiliser l'amidon à des températures de 130 degrés, donc en autoclave, des solutions à 5%. Et ensuite, on redescend à 70 degrés. Pourquoi 70 degrés? Parce qu'en dessous de 60 degrés, l'amidon gélifie, et donc le mélange aurait été difficile à faire. On introduit notre émulsion à 70 degrés, on agite pendant 20 minutes. C'est pour ça que pour nous... il y avait une certaine incertitude. Est-ce que notre émulsion allait supporter en fait ces conditions-là? Donc il s'avérait que ça supportait très bien. Donc ces émulsions sont extrêmement stables. Et ensuite donc un casting sur surface de téflon qui consiste en fait à déposer notre solution sur une surface plane et à faire évaporer la solution. Et ensuite on récupère un film. Donc la première partie du travail, hein, donc c'était de regarder différentes conditions de séchage à 20, 40, 70 degrés. Pourquoi ces températures? 20 degrés, la paraffine, elle est solide.
l'amidon est en dessous de sa température de gélification. À 40 degrés, la paraffine est liquide, l'amidon est en dessous de sa température de gélification. 70 degrés, on est au-dessus de toutes les transitions des matières. Donc on ne savait pas trop comment ça allait se comporter, donc on a regardé un peu ces différentes conditions. Et puis donc des niveaux des concentrations en émulsion, donc en gros en éicosane, hein, de 2,5 jusqu'à 50% dans nos films. On obtient dans la majeure partie des cas des films relativement transparents de 30-60 microns d'épaisseur. Voilà, donc ça c'est donc la morphologie étudiée par donc des images MEB à 20, 40, 70 degrés de séchage. On était relativement content parce qu'on a quelque chose de relativement, même de très homogène, hein, la répartition de nos gouttes qui font encore 3 à 5 microns à peu près dans notre matrice. On n'a pas eu de ségrégation, par exemple. On se disait, bah, tiens, vu la différence de densité, on va peut-être retrouver une crème au-dessus de nos films. Pas du tout, on a quelque chose de très homogène. Alors 70, ça paraît un petit peu moins, mais au moins, on a des conditions là qui sont correctes. Là, c'est juste pour comparer, là, par l'utilisation d'une émulsion, et là, simplement un mélange simple, donc avec une macro-séparation de phase. Donc, on arrivait à obtenir donc, ces films avec nos sphères stabilisées à l'interface par nos nanocristaux de chitine, et donc notre éicosane qui est relativement bien dispersée et présent dans ces gouttes de 3-5 microns, ou voire un peu plus. Voilà, donc ça c'est donc quand on augmente, donc là, on arrivait à augmenter jusqu'à 50%. Pour les faibles concentrations, on a bien une phase dispersée. Après, ben, on a un phénomène de coalescence qui se produit, c'est normal, mais jusqu'à 20-30% de paraffine, on a quelque chose qui se tient bien, qui est correct. On avait introduit donc un colorant fluorescent, et en microscopie confocale, on voyait quelque chose également d'assez homogène. Donc déjà, là, on était content. La prochaine partie là, du boulot, ça va être non pas d'introduire un colorant, mais on va essayer un principe actif. Et après, on peut imaginer changer la taille de goutte, etc. Donc ça, c'était à côté de ce travail-là. Ce qui s'est passé, c'est on a eu un effet... non, excusez-moi, c'est le transparent suivant. Là, on a étudié aussi les propriétés mécaniques de nos films. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est quand on augmente, en fait, là, c'est l'amidon pur. Et donc, toutes nos propriétés de modules, de contraintes et d'élongation chutent un petit peu dès qu'on rajoute quelques pourcents de notre émulsion. Mais en fait, c'est relativement stable et notre produit reste a des bonnes propriétés filmogènes jusqu'à peu près 30% de notre phase hydrophobe. L'effet de la température de séchage, il n'y a pas d'effet, en fait, vraiment net. Voilà. Mais, donc, par contre, il y a eu quelque chose qui nous a un peu intrigués. C'est qu'on a étudié également donc, par calorimétrie donc, les transitions de phase et notamment la fusion de notre paraffine incluse dans notre matrice. Alors, donc, ça, c'est nos thermogrammes de fusion de l'aléicosane pure avec un beau pic endothermique de fusion à 36 degrés. Et lorsque, dans nos films, en fait, c'était un peu surprenant parce qu'on a donc un déplacement de la température de fusion de l'ordre de 12 degrés. C'est important, 12 degrés. C'est inattendu. Et donc, on a voulu gratter un petit peu cet effet, voir ce qui se passait. Et ce qui se passe, c'est que cet effet, on le mesure au premier chauffage. Et donc, quand on refroidit, on cristallise. Et ensuite, il est perdu. Au deuxième effet, il n'est pas réversible. On a notre pic de fusion de notre paraffine qui revient à la deuxième chauffe, qui revient normalement, comme ce qu'on attendait. Sur toutes nos formulations, là, de 2% jusqu'à 50% de paraffine incluse, bien, on a encore notre effet, mais qui diminue avec l'augmentation du taux de paraffine. Et en fait, il semble qu'il faut qu'on ait vraiment une morphologie de type goutte sphérique dispersée dans notre matrice. Et quand nos gouttes commencent à coalescer, eh ben, on a cet effet est moins important. Donc, quel est le phénomène à l'origine de ce déplacement? C'est donc la question
qu'on s'est posées. Et également, donc, je me suis dit, on va regarder également aux X si on confirme. Et donc, tous ces diffractogrammes en fonction de la température pour le premier chauffage et deuxième chauffe. Et donc, ça confirme ce qu'on a en DSC. Au premier chauffage, on a notre structure cristalline, là à froid, et qui disparaît à partir de 46-48 degrés, donc à une température largement supérieure à la température de fusion de la paraffine pure, alors que second chauffage, c'est la même chose qu'en calorimétrie. On a perdu notre structure cristalline au-dessus de 44 degrés, quelque chose comme ça. Donc on a également donc, ce déplacement de température de fusion qui est important et qui est mesurable en X, et donc c'est en accord avec la DSC. Alors ce qu'on peut se dire dans un premier temps, c'est que la morphologie en fait, de la paraffine n'est peut-être pas la même à l'issue de notre procédé de chauffe et de déshydratation lors de l'élaboration du film. Et donc là, c'est donc les diffractogrammes de l'échantillon initial et après une chauffe d'un film initial et après une chauffe. Et en fait, le diffractogramme est assez peu différent. Alors, il est bruité parce qu'on en a beaucoup moins que par rapport à la paraffine pure, et puis il est inclus dans l'amidon. Mais il est assez différent. On a quelques autres pics qui apparaissent quand même. Ça peut être dû également à l'amidon, mais pas différence fondamentale du type cristallin des paraffines, sachant que les paraffines peuvent montrer vraiment différents types cristallins. Voilà, alors en regardant un petit peu dans la biblio, eh bien, on sort donc le diagramme pression-température des paraffines en général, et là c'est pour le cas de l'icosane. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'est qu'en fait, la température de fusion est extrêmement sensible à la pression. Et en fait, donc, on a une augmentation de la température de fusion avec la pression. Et donc, moi, j'ai des températures de fusion qui montent jusqu'à 46, 48 degrés, quelque chose comme ça. Et donc, ce qui signifierait que mes gouttelettes sont soumises donc, à une pression de 40 mégapascals, c'est très élevé, mais voilà, c'est une explication. Et donc j'aurai donc mon film, à l'intérieur de mon film, mes gouttes donc dispersées qui sont soumises donc à cette pression-là et qui seraient induites par la matrice d'amidon, et ça serait installé au cours de la déshydratation. Alors si c'est l'amidon qui induit donc cette pression, ben je sais que l'amidon, mes propriétés de mon amidon, elles sont extrêmement sensibles à l'humidité ambiante. Et donc, je me suis amusé à faire varier l'humidité ambiante. Et effectivement, lorsque mon film, je le conditionne à 100% d'humidité ambiante, je relaxe mon amidon, je fais descendre sa transition vitreuse aux environs de la température ambiante à peu près, et là, mon effet est perdu. Et lorsque je reconditionne mon film dans une humidité moins élevée, je fais remonter la transition vitreuse de ma matrice, et à nouveau, je retrouve mon effet. Donc mon effet était irréversible par rapport à la température. Si je fondais ma paraffine, je l'avais perdue. Par contre, par rapport à l'humidité de la matrice, un cycle d'hydratation-déshydratation permet de rétablir ces contraintes mécaniques au sein donc, de mes gouttes. Voilà, et là c'est le même effet. Donc je me suis amusé à conserver mes échantillons dans différentes humidités, et je vois mon pic qui évolue exactement de la même façon que mon humidité, et je déplace ma fusion en fonction donc de la transition vitreuse de la matrice de ma matrice amidon. Voilà, et si je replace ça sur mon diagramme de phase, mon déplacement de mes températures, et je vois que je peux monter ma pression jusqu'à 48 mégapascals au sein de mes gouttelettes. Donc c'est important. J'ai également regardé si ça pouvait avoir un effet sur mes propriétés mécaniques, sur mon module mécanique
Donc par analyse thermomécanique dynamique, je retrouve effectivement un déplacement de ma relaxation mécanique en fonction de la température, le premier scan, le second scan, et donc un effet, il semble qu'il y ait un effet sur le module du fait de la présence de ces contraintes mécaniques au sein de mes films. Donc est-ce qu'on peut en fait calculer ces contraintes internes? J'ai fait de la biblio, je ne vois pas grand-chose sur ce type de phénomène dans des composites issus d'une déshydratation. Par contre, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le séchage de peinture. Donc les peintures, donc un revêtement... Il faut que je me dépêche, peut-être je suis... Non. Passe tranquillement le message. Dans les peintures donc, qui sont appliquées donc, sur un support, eh bien, au cours du séchage, eh bien, donc, il y a forcément une quantité de solvant qui s'échappe, donc un volume qui va devoir se compenser, et puis, et par contre, une adhésion par rapport au support. Et donc, il va y avoir des contraintes importantes qui vont se produire à la rigidification. Et ces contraintes sont parfois tellement importantes que ça induit des craquellements, des déformations dans les peintures. C'est pour ça que ces phénomènes-là sont très étudiés. Et donc, donc, quand on replace ces phénomènes par rapport à des diagrammes retraçant la température de la température en fonction de la fraction volumique de solvant, ben là, au cours d'un procédé d'évaporation, donc le volume diminue. Et puis, lorsqu'on traverse en fait la température de transition vitreuse, c'est là que s'installent les contraintes mécaniques. Donc, on peut retrouver donc, la fraction de solvant au début de la solidification et la fraction résiduelle de solvant qui reste dans le produit sec. Et donc, la différence de volume qui s'est produite au sein de mon revêtement et se retrouve grâce à ces fractions volumiques. Donc on peut calculer la déformation interne due à ce volume qui a été perdu et remonter au calcul donc, des contraintes en ayant donc, le module de notre polymère et son coefficient de Poisson. Dans le cas d'un film d'amidon, je connais toutes ces données-là et j'arrive à calculer une contrainte interne macroscopique de 125 mégapascales, ce qui est important. Alors nous, on n'est pas dans ce cas-là, puisque mon film il est libre de se retirer. Par contre, au cours de ce volume qui est perdu, eh bien, nos gouttes de paraffine, elles ne subissent pas de différence de volume, et ça pourrait être donc la matrice donc, qui se rétracte et qui induit ces pressions. Oui, j'ai presque fini. Donc, voilà, donc... Je me suis tourné vers le modélisateur de notre équipe pour lui demander donc, de voir si c'était possible, de par ces différences de volume et les propriétés mécaniques des matrices et de la paraffine, de pouvoir atteindre ces pressions et pouvoir expliquer un petit peu ce qui se passait. Et de pouvoir justement me calculer quel serait l'effet de la taille, la forme, la distribution de ces gouttes, l'épaisseur des films, les propriétés des matrices. Voilà. Alors j'ai pas encore de conclusion puisque c'est un travail qui vient juste de débuter. C'est plutôt des perspectives. Alors déjà donc sur nos composites, eh bien, ce qu'on va faire c'est donc l'objectif, c'est donc de moduler en fait une cinétique de relargage d'un principe actif. Là, on va essayer de jouer donc sur la taille, de nos gouttes. Essayer d'augmenter en fait la quantité de phases dispersées, parce que ce que cherchent les pharmaciens, c'est d'augmenter la quantité de principes actifs. Et puis, notamment, d'arriver à obtenir ces composites par un procédé un peu plus industriel qui est de l'extrusion. Alors sur le volet donc, que je viens de vous décrire, sur ces interactions entre la matrice et la phase dispersée, on s'est demandé si ça pouvait être un effet de la présence des chitines ou de l'amidon, etc. Et voir si c'est un effet qui pouvait être étendu à d'autres biopolymères et à des tensioactifs classiques. Alors j'ai refait ces manips avec des tensioactifs classiques
et d'autres biopolymères tels que l'HPMC, et on a retrouvé exactement ce même type de phénomène. Donc ce n'est pas dû à la présence de chitine, etc. Donc on va calculer donc, ces contraintes locales par calcul numérique, et puis pourquoi pas les utiliser en fait ces phénomènes pour voir l'impact de la pression donc, sur le vieillissement de molécules dispersées, etc. On ne sait pas forcément trop quoi faire de ce phénomène, mais il y a quelque chose qui se passe.